Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra. Donc aujourd'hui, on continue le programme de l'oral et on va voir le gouvernement. Donc, le gouvernement tel qu'il est actuellement, il provient de la Constitution qui a été votée en 1958, où on a partagé... Excusez-moi, en même temps, je teste mon nouveau micro. Donc, où on a partagé, on a renforcé le pouvoir présidentiel. Donc, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo sur le président, lui, il est chef des armées, chef de la diplomatie. Il doit protéger le territoire national. Le gouvernement, quant à lui, doit gérer, je dirais, la partie intra-frontière de la France. Donc, le gouvernement, il est dirigé par le Premier ministre. Le Premier ministre est nommé par le président de la République. En général, le président prend un Premier ministre qui est issu de la majorité au niveau du Parlement, de façon à ce que les lois puissent passer. Donc, le Premier ministre propose des ministres au président qui lui les nomme. Donc, les ministres sont nommés sur proposition du Premier ministre et nommés par le président. Donc, le gouvernement, il est chargé par la Constitution de déterminer et de conduire la politique de la nation. Ça revient à ce que je vous disais. Le gouvernement est là pour faire fonctionner la France. Techniquement, c'est un petit peu ça. Donc, on vient de voir comment le gouvernement est nommé, mais le gouvernement aussi peut démissionner. Alors, quelles sont les raisons? Donc là, par exemple, vous voyez, je vous ai mis la photo du départ de Jean Castex quand il était Premier ministre. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles le gouvernement peut démissionner? Donc, on a ça dans l'article 8 de la Constitution. Il indique que le président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. En fait, le Premier ministre, il démissionne pas tout seul. C'est l'intégralité du gouvernement. Alors, ces démissions peuvent être soit le résultat d'un vote de défiance de l'Assemblée nationale. Je vous renvoie encore sur une de mes précédentes vidéos sur l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale peut voter un vote de défiance sous plusieurs raisons. Par exemple, si le gouvernement essaie de faire passer une ordonnance avec l'article 49.3 en force, et après l'Assemblée nationale vote contre à la majorité, le gouvernement se retrouve dans une situation précaire où il y a un vote de confiance qui est fait, qui n'a pas été fait, enfin qui a eu un résultat négatif, donc automatiquement il doit démissionner. Alors, la démission peut être aussi systémique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire systémique? Systémique, c'est au lendemain de l'élection présidentielle. C'est un peu ce qui se passe actuellement en France. On a une nouvelle première ministre qui a été nommée et le précédent est parti. Donc, soit volontaire, il peut aussi partir de lui-même. Donc là, c'est souvent au lendemain des élections législatives ou alors pour faire un remaniement ministériel. Donc si on fait un remaniement, on ne change pas forcément de Premier ministre. Donc, mais les ministres quand même démissionnent. Il y a une partie du gouvernement qui démissionne. Il y a aussi la possibilité d'être révoqué directement par le président de la République. Donc le président peut révoquer son Premier ministre ou ses ministres quand il le veut. Bon, après c'est justifié, ça s'explique, mais il peut le faire. Donc pour la suite. Donc, les membres du gouvernement ont un statut
bien définie. Donc on peut voir en fait qu'il y a plusieurs rangs. Le numéro 1, c'est le Premier ministre. Ensuite, on a les ministres d'État. Les ministres d'État, c'est un titre honorifique. Et en général, le ministre d'État est en fonction sur des ministères très importants. La défense, l'intérieur, le budget, etc. Ensuite, on a les ministres. Alors, les ministres, il peut y avoir aussi, j'ai marqué en dessous, il peut y avoir les ministres délégués. Donc, on a les ministres et les ministres délégués. Qu'est-ce que c'est un ministre délégué? C'est quelqu'un qui est ministre, qui a la fonction de ministre, mais qui peut être délégué auprès du Premier ministre, par exemple. Le Premier ministre peut avoir des ministres délégués qui ont des portefeuilles et une partie aussi à gérer de la charge du Premier ministre, sous certaines formes de mission. Mais un ministre aussi peut être délégué d'un autre ministre. Ça commence à faire beaucoup de ministres, mais ça fonctionne comme ça. Et en dessous, on a les secrétaires d'État. Les secrétaires d'État, c'est un peu comme les ministres délégués. Pour faire simple, donc ils travaillent pour les ministres ou pour le Premier ministre. Et là aussi, ils peuvent avoir des portefeuilles dédiés par rapport à certaines missions. Donc ça, c'est pour les rangs. À savoir Premier ministre, ministre d'État, ministre délégué et secrétaire d'État. Ensuite, ces gens-là, ils ont des responsabilités. Donc on a la responsabilité politique où le ministre, il est responsable de tous ses actes politiquement. C'est-à-dire que s'il fait une mauvaise action, une action impopulaire, il en est responsable directement. Donc ça veut dire quoi? À un moment donné, s'il fait des mauvaises choses, il peut être aussi lui révoqué, ou alors faire pâtir le gouvernement et la majorité présidentielle à ce moment-là sur les prochaines élections législatives. Il y a une responsabilité pénale. Un ministre, c'est pas quelqu'un comme tout le monde. Donc s'il commet des actes, s'il commet des infractions pénales, il est normal qu'il soit jugé. Mais il sera jugé par la Cour de la République. La Cour de la République ne juge que juge les ministres. Donc c'est fait par des... il y a dedans 6 députés et 6 sénateurs. Et à ce moment-là, c'est eux qui instruisent le dossier par rapport au jugement. Alors, il y a des obligations aussi et des incompatibilités. Les obligations. Quand je suis nommé ministre, je dois adresser à la haute autorité pour la transparence de la vie publique ma déclaration et ma situation patrimoniale. Donc, c'est-à-dire que moi, Charlie Sierra, je passe ministre. Je dis voilà, j'ai une maison. Je suis que chef de service de police municipale. J'ai une maison. J'ai pas beaucoup de sous à la banque de côté. Et deux voitures. Voilà ma situation à moi. Et ça deviendra public. Et transparent et diffusé. Ensuite, là aussi, cette situation va être transmise aussi au Premier ministre. Donc ensuite, les fonctions ministérielles donnent certaines incompatibilités. Je peux pas être ministre et être parlementaire. C'est pas possible. C'est prévu par la Constitution. Donc si je suis parlementaire, donc je suis député. Quand je suis député, j'ai un suppléant. Donc, en cas d'incapacité de ma part, mon suppléant prend ma place et il devient député. C'est le même cas. Si je passe ministre, donc mon suppléant, et dès que j'ai fini ma fonction de ministre, je reprends ma place de député. Idem, je ne peux pas être fonctionnaire et ministre. Ce n'est pas possible. À ce moment-là, j'ai un détachement, le temps de la durée de mon ministère. Voilà pour les rangs, les responsabilités individuelles et les obligations. Maintenant, le gouvernement,
Il a des pouvoirs. Donc je vous rappelle que c'est lui qui fait tourner la France, qui fait tourner notre pays. Donc à ce titre, comme je vous ai dit, il a la conduite de la politique de la nation. Donc tous les fonctionnaires répondent à un ministère. Tous les fonctionnaires d'État. Et puis même moi qui suis fonctionnaire territorial, on a quand même un ministère de tutelle, je vous rassure. Donc le gouvernement, il a un gros pouvoir réglementaire. Je vous rappelle la pyramide, la hiérarchie des normes et la pyramide des normes, avec la puissance aussi du règlement. Tout ce qui est décret, etc., c'est le gouvernement. Il y a aussi le pouvoir de nommer les fonctionnaires de haut rang, etc., enfin tous les fonctionnaires de toute façon. Le gouvernement aussi a une part importante dans la procédure législative. Il ne vote pas la loi, mais il fait des projets de loi. C'est-à-dire que le Premier ministre, c'est lui qui va décider quelle loi on va amener à l'Assemblée nationale, au Parlement, et en même temps, il peut décider d'une partie de l'ordre du jour aussi. Donc il y a un gros pouvoir. Et ensuite, derrière, le Premier ministre, c'est lui qui doit promulguer les lois et les faire appliquer par l'action du gouvernement. Donc il y a au niveau réglementaire et procédure législative, il y a une très grosse compétence, un très gros pouvoir du gouvernement en la matière. Donc, il y a également aussi un exercice par délégation du pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, c'est la loi. Le gouvernement, par les ordonnances, se substitue à la loi en faisant l'ordonnance, et après, comme on l'avait vu, c'est voté par l'Assemblée nationale, mais il a un pouvoir par délégation du pouvoir législatif grâce aux ordonnances. Et ensuite, il y a également un gros pouvoir, un pouvoir exceptionnel aussi en matière d'ordre public. Alors, il y a d'une partie l'article 16 de la Constitution qui donne les pleins pouvoirs au président. Mais le gouvernement peut mettre aussi en place, avant ça, donc c'est les problèmes internes au pays, mettre en place d'autres pouvoirs, d'autres actions, au niveau de l'ordre public. Par exemple, en 2005, quand il y a eu en Nouvelle-Calédonie, il y a eu l'état d'urgence de décrété. C'est le gouvernement qui l'a décrété. Donc ça veut dire une certaine privation des libertés pour les gens qui habitent sur place. Donc ça n'a pas été toute la France, ça a été la Nouvelle-Calédonie. Mais on pourrait très bien décréter l'état d'urgence sur un département, parce qu'il y a des gros problèmes de révolte ou d'insurrection, par exemple. Donc voilà pour le gouvernement. Si déjà vous retenez tout ça pour l'oral, ce sera super. Je ne pense pas qu'on aille aussi loin à vous poser des questions, mais il faut le savoir, on ne sait jamais. Je vous rappelle qu'il y a un programme à apprendre. Le programme, il n'est pas énorme, mais il faut pouvoir, tac au tac, tac au tac, tac au tac, répondre à chaque fois. Et celui qui arrivera à sortir tout ça, dans toutes mes vidéos, là, il aura une bonne note. Parce qu'on verra que le candidat a révisé, le candidat a été chercher les petits détails, et c'est là où on monte en gamme et on monte en note. Voilà, donc sur les prochaines vidéos, j'essaierai aussi de vous parler des mises en situation. Qu'est-ce qu'une mise en situation? À un moment donné, l'examinateur va vous dire, et dans telle situation, qu'est-ce que vous faites en tant que policier municipal? Donc ça aussi, c'est ça fera part d'une autre vidéo. Vous avez en dessous le lien pour notre page Facebook, où on échange dessus par rapport à la révision du concours. Si vous avez aimé, vous me mettez un pouce, et surtout, s'il vous plaît,
abonnez-vous. Sur ce, je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.